Jean-Daniel, donc ces 5 rencontres, vous vous souvenez de la première? La première fois que j'ai pris la hardiesse de lui demander un rendez-vous, c'est parce qu'il avait eu la générosité, Rue Répandue m'a-t-on dit, surtout Pierre, de répondre à tous les livres. Donc il a envoyé un petit mot, et dans ma candeur, j'ai cru que ce petit mot m'était réservé, qu'il existait rare, et puis il était si gentiment rédigé, si indulgent, comme on dit, comme il faut dire, que j'ai demandé un rendez-vous. Et ce jour-là, j'étais avec quelqu'un que je vois dans cette salle, puisque c'était Jean-Paul Antoven. Et nous étions ensemble. Et il y avait une affaire dont je vous avoue qu'elle m'échappe aujourd'hui, une affaire où il fallait prendre parti. Ces nombreuses affaires d'intellectuels où les pétitions s'imposent, les signatures s'engagent et les leçons sont données. Et puis, je ne sais pas si c'est Jean-Paul ou moi, nous étions aventurés assez stupidement à évoquer l'éventualité de son engagement dans une telle histoire qui paraissait dans son appartement et avec son regard si lointain. On croyait c'est Bourreau. Et puis, il m'a dit, il nous a dit, écoutez, en 1934, je crois, je ne veux pas l'imiter, je ne saurais pas, 1934, quand j'ai fait partie des jeunesses socialistes révolutionnaires. Jeunesse socialiste révolutionnaire, il a cité des noms. J'étais déjà âgé, si j'ose dire, et j'en ai nom de Marceau Pivert, de Ziromski, ça me disait quelque chose. Et il me dit, il dit donc, le maître dit, j'étais très militant, très engagé, je prenais position sur tout. Puis un beau jour, je me suis aperçu que je m'étais trompé sur tout. Et j'ai pris une décision totalement à l'encontre de celle que je vois prendre par ceux qui se sont trompés en général. Ces derniers vous disent, puisque je me suis trompé, je suis bien placé pour avoir raison. Et moi, je me suis dit, puisque je me suis trompé, c'est que je ne suis pas fait pour ces choses-là et je m'engagerai plus jamais dans ma vie. Alors ça, vous en parlez dans votre éditorial sur l'héritage de Lévi-Strauss. Est-ce qu'il était un écrivain engagé? Il n'était pas dans l'engagement tel qu'on l'entend effectivement sur la politique. En Non, revanche, il s'est engagé sur les civilisations, sur les cultures, sur les sociétés primitives. c'est moi qui ai eu la hardiesse de lui poser la question qu'en dépit de son affirmation, il y avait certaines de ses conclusions, non seulement ethnologiques, mais philosophiques, qui avaient des conséquences politiques. Je faisais allusion à une chose dont nous allons parler, puisque c'est mon seul sujet. Je ne suis pas ethnologue, je suis profane, bref. Mon seul sujet, c'était de savoir quelles avaient été les suites de la fameuse conférence qu'il avait donnée à l'UNESCO et qui est rapporté dans un volume qui s'était d'abord appelé Race et Culture, Race et Histoire, et s'est appelé Race et Culture ensuite. Absolument. Et à ce moment-là, il a assumé en effet qu'il pouvait y avoir des conséquences. Mais avec un titre moins, si vous voulez, il ne donnait pas d'oukase. Il n'enjoignait pas de penser comme lui. Il sollicitait même qu'on pense le contraire. Et il avait cette coquetterie complaisante de penser que quand on pensait le contraire, on participait davantage à sa pensée. Julien Clément, un jeune anthropologue qui arrive un jour dans le bureau de Claude Lévi-Strauss, qu'est-ce qui se passe? D'abord, bonsoir à tous. Et tout d'abord, j'avais refusé. J'étais très impressionné. Je craignais beaucoup d'aller le voir. Je ne savais pas très bien si je pouvais me présenter devant lui en étant aussi ignorant de tout son savoir et de tout son travail et de toute l'anthropologie, etc. De la même manière d'ailleurs que je suis très impressionné d'être là ici ce soir et je vous remercie de cette invitation. Et je salue aussi la présence de Madame Lévi-Strauss. Et puis je me suis lancé, comme ce soir. Et en fait, j'ai eu la même expérience que Madame Héritier, c'est-à-dire qu'il est venu nous chercher à l'ascenseur. C'était en 2006, il avait 98 ans.
Et on est entré, il a pris mon manteau sur mes épaules pour l'accrocher au porte-manteau. Personne ne m'avait jamais fait ça. Je pensais poser mon manteau tranquillement, il m'avait pris de vitesse. Donc c'était une expérience extrêmement troublante pour moi d'entrée de jeu. Déjà j'étais dans mes petits souliers au départ, là je l'étais encore plus. Et j'ai donc été soumis à ce regard scrutateur. Et, et à ce moment-là, en fait, il a été très gentil avec moi, très affable effectivement, et on a parlé de Samoa en fait, de mon terrain que j'avais commencé donc à faire là-bas, et il m'a parlé de Margaret Mead, qui est une grande anthropologue américaine dont le terrain à Samoa avait été fait dans l'entre-deux-guerres, qui avait été très critiqué pour des raisons extrêmement complexes. Et il m'a fait parler de ça et il m'a dit il faut la défendre. Si vous trouvez qu'il y a des choses dans son travail qui sont justes, il faut que vous écriviez là-dessus. Moi, j'avais effectivement dit que j'étais très impressionné par ce qu'elle avait écrit, qu'il y avait des choses, des descriptions très imagées, très fortes, même si le fond était discutable, etc. Donc c'était tout de suite dans l'anthropologie. Il était extrêmement passionné et dès qu'il m'avait vu, en fait, il était tout de suite branché là-dessus. Il voulait parler de ça. Et ça, c'était une expérience extrêmement importante pour moi. Est-ce qu'il a voulu vous rappeler sa propre expérience d'homme de terrain dans le Brésil des années 30 ? Non, c'était quand même relativement bref. On n'a pas non plus, je ne suis pas resté très longtemps avec lui. Et c'était vraiment surtout sur ces discussions-là. Donc non, on n'a pas étendu la discussion beaucoup plus loin. L'an dernier, dans les colonnes du Monde, pour fêter les 100 ans de Claude Lévi-Strauss, un article de Véronique Mortaigne commençait ainsi. À long terme, tout penseur célèbre peut être certain de deux choses, de mourir et d'être considéré comme dépassé. Quand le premier événement intervient avant le second, c'est une chance. C'était une boutade de l'anthropologue américain Marshall Chalins, et que citait une anthropologue brésilienne qui s'appelle Manuela Carneiro da Cunha. Et elle ajoutait, cette anthropologue, Claude Lévi-Strauss aura 100 ans le 28 novembre, ce qui lui a donné le temps d'inventer une troisième possibilité, avoir été considéré comme dépassé par quelques-uns et être redécouvert de son vivant. Alors, Françoise Héritier, est-ce que l'œuvre de Claude Lévi-Strauss, aujourd'hui, qui est d'une richesse infinie, je pense qu'on va continuer encore de la découvrir et de connaître sa portée, son intensité, d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire, je me tourne vers vous parce que je pense que c'est vous la seule personne qui vous pouvez en quelques mots nous dire ce qu'est l'apport de l'œuvre de Claude Lévi-Strauss en quelques mots. Quel est le cœur de cette œuvre à vos yeux? Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, elle nous permet de comprendre le réel? Vous me donnez une lourde tâche. Définir comme à la télévision, vous pouvez définir plus de 3 minutes. la pensée de Lévi-Strauss en quelques mots, c'est extrêmement dur. Je vais aller carrément, pour moi, à l'essentiel. Après son travail, on ne peut plus faire de l'anthropologie comme avant. Bon, ça peut paraître très limité. Ça peut paraître ne concerner que le petit milieu de l'anthropologie. Mais on ne peut plus non plus penser le réel comme avant. Et on ne peut plus penser les rapports entre certaines disciplines comme avant, notamment les rapports qui ont été relativement conflictuels avec l'histoire ou avec la psychanalyse. Et je pense que c'est déjà un point extrêmement important. On ne peut pas ne pas se référer à l'œuvre de Claude Lévi-Strauss. On la trouve nécessairement sur son chemin parce qu'il aura été le précurseur pour dire un certain nombre de choses inéluctables, extrêmement fortes. Et ces choses fortes, elles tournent toutes autour de l'idée qu'il n'y a aucune raison que tout ce qui touche de l'humain, de nous-mêmes, en tant qu'êtres humains au monde, en société, ne puisse être considéré de la même manière que l'on considère les objets vivants de la botanique ou de la zoologie, ou que l'on considère la matière, ou que l'on considère les objets que nous créons. Nous participons de la matière et de la nature de la même manière, et nous devons pouvoir faire l'objet d'une étude qui vise à mettre de l'ordre sous le désordre apparent. C'est véritablement cet apport primordial qu'a apporté Lévi-Strauss. Parce qu'avant, je dois dire que l'ethnologie, qui était une science extrêmement récente, elle a commencé à la fin du XIXe siècle, était considérée comme la description d'un foisonnement luxuriant de sociétés incomparables les unes aux autres. Et en fait, lui, en prenant des domaines privilégiés, je dois dire, qui sont ceux de la parenté d'une part, et ensuite ceux des mythes, a essayé de montrer comment il était possible de trouver des lois
Alors, des lois en parenté et surtout des agencements structurels dans les mythologies qui permettent de comprendre non pas le sens des mythes, mais comment l'esprit humain est arrivé à les fabriquer, avec quelles constantes, avec quels moyens il les a mis sur pied.